les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Du Havre contre l'OL. Le débrief du Havre contre l'OL, pardon, la purge de 17h15 offert par ces deux équipes. Et quoique, en réalité, il y avait quand même des rebondissements dans le match. Notamment, et je le dis dès le début, comme ça c'est fait, bravo Havre. Parce que le Havre, et notamment Rassoul Ndiaye, ont fait un match plutôt bon, ont touché 2 fois les montants, et franchement, ont fait un match bien pour une équipe de milieu fin de tableau un peu. Rien à dire sur le Havre qui a été vraiment bien, avec une composition de notre côté, où on a fait un petit peu tourner, on va en parler. Quand on regarde le classement, il est présentement 23h30, donc on a tous les résultats de la journée. Et quand on regarde les résultats de la journée, de mon côté, en tant que Lyonnais, je pousse un grand ouf de soulagement. Parce qu'il y a eu des résultats qui sont quand même allés un petit peu dans notre sens. Un résultat qui nous a pas trop impacté parce qu'ils sont tellement devant que voilà, mais bon, Lens qui fait nul. Un autre résultat qui nous a pas impacté de ouf, mais c'est tant mieux parce que ça évite de multiplier le nombre de poursuivants derrière. Le nul de Strasbourg contre le PFC. Au final, le PFC montre qu'ils font 2 nuls coup sur coup contre nous et contre Strasbourg. C'est pas une équipe de merde. Hein. Donc voilà. Donc en plus, Lens a perdu, pardon, ils ont perdu 2-1 contre Lorient, donc autant pour moi. Le nul de Strasbourg, la défaite de Lens. Et puis surtout un autre résultat qui nous a mis dolce. Le résultat nous a mis, j'utilise le mot dolce, c'est la défaite de Rennes. Alors Monaco a gagné, mais la défaite de Rennes. Et ça nous a fait beaucoup de bien parce qu'en cas de victoire, Rennes revenait à 1 point. Alors qu'avec notre match nul, on reprend 1 point sur eux. Alors, ce qui veut dire que tu as Lille à 3 points, mais avec la différence de but pour le moment, en tout cas, que ce soit particulière ou alors la différence de but tout court, c'est comme si on avait 4 points d'avance sur Lille. Parce que même en cas d'égalité, on serait quand même devant eux. Et on affronte Monaco la semaine prochaine, avec le retour de pas mal de titulaires, l'occasion de peut-être enfin se relancer. Parce que quand t'es l'Olympique Lyonnais, la dynamique des 6 derniers matchs, wouh, chacal, c'est compliqué. La dynamique des derniers matchs est extrêmement compliquée. Quand on regarde ça, bon, la défaite à Strasbourg, on s'est fait chier dessus. La défaite à Marseille, paranormal, mais à la fin, compréhensible. Tu fais nul contre Lens, une mi-temps chacun, mais tu perds au pénalty. Tu fais nul contre PFC avec le pénalty à la toute fin. Nul contre le Celta, on est meilleur qu'eux. Le nul contre le Celta, je ne l'ai pas débrief, mais on est objectivement meilleur qu'eux. Et par contre, tu vas faire nul au Havre, et un nul où en plus, tu es content de repartir avec un nul parce que à 2 poteaux près, on aurait pu se faire sanctionner. Hein. On aurait pu se faire sanctionner par le Havre. La réalité, c'est que quand on avait ce fameux match-là, donc à un moment, on avait 8 points sur Lille, 8 points sur Rennes, etc. Je vous disais dans les débriefs, le but, elle va arriver, la mauvaise période. Je l'ai dit. Alors, j'ai pas de fierté à dire j'ai eu raison parce que c'est négatif. Mais globalement, la mauvaise période nous a servi à, malgré 0 victoire, 2 petits points sur 12, on a toujours 3 points, on a toujours 4 points, on a toujours 4 points. Donc maintenant, on va pas aller dans le catastrophisme. Je propose à tout le monde dans le chat une session, là, comme ça, dans le chat, sur Twitter et tout, mettez ce clip sur Twitter et tout. Je propose à tout le monde une session respiration. Respirons. Le chat, tous ensemble, on inspire, on expire. On remplit les poumons, on expire. Une dernière, et on renvoie. Maintenant qu'on a fait les 3 respirations, on peut discuter. Et les 3 respirations nous aident à se rendre compte d'une chose, c'est qu'on est encore en vie. Et que les mauvaises périodes, les bonnes périodes sont faites pour s'arrêter, les mauvaises périodes aussi. Les mauvaises périodes ne sont pas faites pour durer indéfiniment, surtout du côté de l'OL, avec le retour des titulaires qui est juste là. On est à quelques jours. Malik Fofana a fait plusieurs entraînements collectifs, Afonso Moreira aussi, Pavel Souch revient, Kluivert revient. Il va falloir bien finir. Mais avant de parler de l'avenir, on va parler du match. On a toujours un peu d'avance. Ce n'est pas terminé. La saison est encore longue.
pas si longue que ça, mais il y a encore des choses. Parlons du match en lui-même. On va regarder l'effectif, pas l'effectif, mais plutôt la composition. Hop là, ce match, merci les compos. Et quand on regarde les compos... Quand on regarde les compos... Waouh! Et la compo de l'OL, bon, bah, on a mis Rémi Descamps, fait un bon match, rien à dire. Tessman en défense, des choses à dire. Atebour, bravo monsieur, tu fais un bon match. Morton, Mangala, bon début, ça s'est un peu éteint au fur et à mesure, mais pour une reprise, c'était étonnant. Lui, là, on va en parler de Adam Karabekh, on va en parler. Tolisso, fatigue sur 20. Le côté gauche le plus inoffensif que la France ait créé. Et Hendrick qui rate 2 occasions premium. Surtout la première qui était premium. Ce qui fait qu'en réalité, quand tu regardes la première mi-temps, le Havre a plus de XG que toi, mais on n'est pas si mal. On n'est pas si mal parce qu'on a la grosse occasion avec Hendrick dans l'axe où il doit beaucoup mieux tirer que ça finit à côté. À la 5e minute, il y a un moment, un contre avec Tagliafico qui ne lève pas la tête. Il a Hendrick en retrait, il doit centrer plutôt sur Hendrick, il va plutôt centrer devant le but là où il y avait littéralement personne. Donc du coup, il m'a un peu énervé sur celle-ci, Tagliafico. Je le taille pas parce que dans l'ensemble, je trouve pas qu'il fasse un mauvais match, mais avec son niveau d'expérience, c'est le genre de centre que tu ne dois pas rater parce qu'il n'y en a pas 150 000. Il touche les montants, notamment avec Bouffal. C'est en première mi-temps le premier montant de Bouffal. Les 2 arrêts également de Descamps avec une tête très proche de la part du Havre. Mais globalement, quand tu regardes la façon dont on a joué, on a plutôt bien joué, mais... C'est les 2 en deuxième, merci. Mais globalement, il y a eu des manques techniques et des absences qui ont fait du mal. Et c'est là où je vais commencer la mixtape avec monsieur Adam Karabekh, on l'appelle comme on veut. Dans l'axe, sur le côté, en 10, on le met où on veut. J'ai un problème avec lui, je le disais sur Twitter, et maintenant je vais pouvoir l'exprimer à l'oral. J'ai un problème avec Adam Karabekh, c'est qu'il se prend pour un joueur qu'il n'est pas. Et il joue d'une manière... il se prend pour un joueur qu'il n'est pas. Adam Karabekh, il a fait des débuts plutôt corrects en jouant de manière sobre, en aidant à recycler la possession, en faisant des centres plutôt de qualité, etc. Pourquoi pas? Mais, globalement, sorti de ça, c'est compliqué. Et lui, il joue d'une manière où il va aller multiplier des choix à base de tentatives de dribble quand le ballon est plutôt dans un sens à aller le donner. Il y a une action en première mi-temps où il doit la donner à Hendrick. Il va aller tenter une espèce de dribble crochet face à un Havrais. Mais c'est même pas que c'était téléphoné. C'était écrit avec un panneau de la taille. Vous avez vu la grande boule à Las Vegas, la géante qu'ils ont fait avec des annonces dessus. Et ben c'était écrit dessus. C'était écrit dessus. C'était écrit « Je vais la tenter ». Et évidemment, le défenseur havrais, je sais plus qui c'était sur le coup, c'était peut-être Sanganté ou Zagadou, peu importe. Il s'est pas fait prendre. Eh bah oui, il s'est pas fait prendre. Bizarre. Alors que sur l'action, il y avait peut-être la possibilité de la donner à Hendrick, de même tenter le 1-2, d'essayer quelque chose. Non, lui, il va aller tenter le 1 contre 1 quand ni la technique, donc ni la percussion plutôt, ni la vitesse ne sont ses qualités. Il ne passe personne, Adam Karabekh. Et lui, il va la tenter. De la même manière qu'il avait tenté une frappe en angle très fermé face au PFC quand il y avait une possibilité de centre en retrait, le pire c'est qu'il est pas bon et le pire c'est qu'il est perso. Sa seule qualité c'est de faire des centres plutôt pas mal et encore les corners qu'il a tirés étaient nuls, mais en plus de ça il se la joue perso. Par moment, je te jure, actuellement, je jure, actuellement, si l'option d'achat de Adam Karabekh était à 5 €, je serais quand même du côté qu'il ne faut pas, il ne faut pas la lever. Je serais quand même du côté qu'il ne faut pas la lever. Parce que franchement, le joueur est limité. Et vraiment, genre, je disais ça dans la conve avec les gars de la Saudi Pro League et tout. Enfin, de ALZ, pardon. Mais Karabekh, s'il était en Saudi Pro League, il jouerait à Damak, frère. Il jouerait même pas dans le haut de tableau. En Saudi Pro League, il jouerait à Al Kholoud. Et Al Kholoud, il y a même à Al Kholoud, il y a des joueurs qui sont meilleurs que Karabekh. Et je suis sérieux. J'ai commenté des équipes de bas de tableau de SPL, et leurs joueurs étrangers sont meilleurs que Karabekh. Sauf que Karabekh, ici, il joue à l'OL. C'est dingue. C'est dingue. Donc quand on regarde les statistiques avancées de Karabekh sur cette saison, avec ce qu'il a fait, bon, eh ben on n'est pas étonné parce qu'il est en dessous
de la moyenne des autres joueurs à son poste sur les dribbles. Il passe très peu de dribbles, donc il doit être dans le top 20%. Donc c'est-à-dire que peut-être 70 ou 80% des gens qui jouent à son poste sont évidemment meilleurs que lui dans l'exercice. Il presse pas, il récupère pas beaucoup de ballons. Par contre, il tire pas correct, enfin il tire pas beaucoup, ça c'est une réalité. Par contre, en création par la passe, c'est pas mauvais. Passe des potentiels aussi, en NPXG aussi. Donc ça veut dire qu'on connaît ses qualités, conservation, passe des potentiels, passe, etc. Et avec ce qu'on voit là dans ses qualités, eh ben, je me surprends à le trouver très souvent crevard. Je le trouve très souvent crevard. Et c'est ça qui m'étonne. Des fois, je le trouve très individualiste par moment. Par moment, je dis bien, parce que sinon, il centre toujours, etc. Mais bon, maintenant, on va poser la question. Est-ce que la tactique de l'OL, qui a quand même amené un grand volume de centres, a fonctionné quand il n'y avait pas vraiment de joueurs de tête? On a pu quand même se procurer des occasions en première, notamment avec les 2 frappes de Hendrick. Hendrick doit faire mieux. Hendrick doit faire mieux. Hendrick doit faire tellement mieux. Hendrick, c'est ce genre de match qui doit te faire gagner. C'est ce genre de match qui doit te faire gagner. Sa première occasion, c'est dingue de la passer à côté, de même pas cadrer. La première occasion, Hendrick, je l'ai là. Je l'ai là. Personnellement, ça m'a fait vraiment du mal. Enfin, ça m'a vraiment fait chier. La deuxième occasion, elle est plus difficile à passer. Mais la première, elle, c'est vraiment relou. Voilà. Maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire... Oh, attends, on peut peut-être... Est-ce qu'elle a été tweetée quelque part, la première occasion? Je sais pas si elle a été tweetée quelque part, vous me dites dans le chat. Sinon, sorti de ça, Mangala fait 15 premières minutes de bonne qualité, où il a réussi à plutôt être bon avec le ballon, et plutôt en place physiquement. Il a descendu au fur et à mesure du match, mais je pense qu'il peut quand même avoir son utilité à la longue. Morton, trop fort, mais... Quand même un petit mais... par moment, il y a des petits moments Morton. Je le taille pas, vous avez capté, je le tire pas à boulet rouge. Mais il y a des petits moments dans le dernier tiers où techniquement ou dans les choix, il va y avoir une petite. Il y a un moment en deuxième mi-temps, il se l'amène trop loin. Il y a un ou deux moments où la passe elle passe pas, où il va faire des petites erreurs là qui peuvent coûter dans la création de certaines actions. Ouais, la poussée de balle en fin de match, ouais, tu vois laquelle je pense. Et Tessman en DC, ben d'une nonchalance. Quand à un moment sur un centre, il laisse passer le ballon et après derrière ça donne une action pour le Havre. Mais t'es là, mais Tanner, comment tu peux être nonchalant comme ça? Genre, il y a des moments où il est lunaire et une partie des actions dures, enfin pas dures, mais une partie des actions offensives de Le Havre sont venues directement de lui. Donc voilà. Après la réalité, c'est que quand on regarde l'équipe, bon, bah comme d'hab, hein, Soulch, ton meilleur buteur, pas là. Moreira, ton meilleur passeur, et accessoirement qui marque aussi des buts, il n'est pas là. Humbert, il n'est pas là. À la longue, Fofana, bon, ça c'est de longue date. Kluivert, pas là non plus. Donc à la longue, voilà quoi, genre. La réalité, c'est qu'on a fait avec un effectif qui avait énormément de limites. Et ça s'est ressenti ce soir. Et sur les quelques occasions qu'on a eues, on aurait dû marquer. Moridio fait beaucoup d'arrêts, mais une partie des arrêts, je trouve, sont tirés sur lui. Mais voilà. Et arrive la deuxième mi-temps. Et la deuxième mi-temps, les gars, bah la réalité, c'est que la deuxième mi-temps, bon, Le Havre se prend un rouge. Le rouge, pour moi, est mérité. Hendrick la joue au vice, mais il va la chercher. Ouais, pour moi, le rouge est mérité. C'est assez drôle de voir Zagadou le prendre, alors que, vu la finition de Hendrick... on aurait pu penser que il l'aurait topé au-dessus bien comme il faut. Mais globalement, le rouge est mérité. On va se refaire l'action parce que là, pour le coup, je l'ai l'action. Laissez-moi juste un tout petit instant. Hop. Hop. Ah là, il y a celle-là aussi. Hop. Et c'est lui. Et c'est lui. Alors pour le coup, Karabek la joue très bien parce qu'il la prend comme ça avec le défenseur Havrais sur le dos. Hendrick fait le bon appel. Bah là pour le coup, Karabek lui met le très bon ballon. Hendrick fait une course tout droit. Le Havrais le fait tomber. Il allait directement au but tout seul. Zagadou se mange rouge. Logique. J'ai pas spécialement vu 36 ralentis. Je vais pas vous mentir. Quand j'ai vu rouge, je l'ai trouvé assez logique d'emblée.
Donc attends, je le redécouvre un peu au ralenti avec vous. Ouais, Hendrick y va. Le Havre commence à le choper. Je pense que ça se passe. Ouais, ça c'est au niveau des jambes. Le Havre le fait tomber. Bon, bah, écoute. En vrai, ouais. Sans doute que Hendrick la joue un peu au vice. Hop. Hendrick la joue un peu au vice. Regardez, si je dois être honnête, il a presque l'air de se prendre un peu les pieds, Hendrick. Mais je pense que la combinaison de ça, plus le Havre qui le fait aussi un peu tomber parce qu'il y a un contact, je pense que. Je pense que. Je pense que c'est un peu indéniable. En tout cas, sur ces images que j'ai. Donc voilà. Donc, ça gueule parce que Hendrick se met devant, mais c'est bien joué à lui, le défenseur doit pas le toucher. Ouais, bah après, c'est un peu le classique de ce genre de faute. Tu sais quoi, je vais même être honnête. Il y a ce que dit le règlement, et puis il y a la sensibilité footballistique. La sensibilité footballistique, ok, d'accord? C'est bon, je vous donne mon avis. Le règlement dit que sur un joueur qui va seul au but, même d'aussi loin, c'est rouge. Dans ma sensibilité footballistique, la mienne, là, j'aurais pas mis rouge. C'est trop loin. Et quand bien même Hendrick il va solo, genre si Zach était arbitre avec mon règlement à moi, donc mon règlement pourri, je mettrais pas rouge pour une faute là. Voilà. Même si Nena un dernier défenseur tout, je mettrais pas rouge pour ça. Voilà. C'est mon avis. Il met jaune, tu dis c'est un scandale. Mais t'as pas capté. Je dirais que c'est un scandale au vu de ce que le règlement dit. Parce que c'est pas parce que je trouve que le règlement devrait être autre chose qu'il ne faut pas l'appliquer. Maintenant, si le règlement disait autre chose, je ne serais pas choqué. Tu captes ce que je veux dire? Donc voilà. Sur les ralentis, on a l'impression qu'il coupe un peu la course du Havre. Ouais, je te crois. Mais bon, en tout cas, Hendrick va chercher le rouge. Et puis voilà, derrière, tu as les deux. T'as Bouffal qui va chaud. Mais paradoxalement, bah, le Havre touche 2 fois le poteau. Avec la frappe notamment de Bouffal. Bouffal était grave en jambes. Bouffal était très en jambes. Et sur la deuxième, le Havre a que 0,3 XG. Mais va toucher 2 fois les montants, se montrant encore dangereux. Et en ayant même par moments des moments à 11 contre 10 où ils où ils réussissent à choper de la possession. On ne les a pas annihilés. Et ils ont pu défendre tranquillement parce qu'on a mitraillé de centre. Et on a mitraillé de centre avec quand même aussi un paradoxe. Karabek sort, donc Karabek qui voilà, est censé être le bon centreur. Karabek sort au moment où on fait rentrer Yaremchuk pour lui mettre des centres sur la tête. Il y a un problème quand même. Est-ce que Karabek devait sortir à ce moment-là, même s'il faisait vraiment un mauvais match, ou est-ce que c'est pas au moment où Yaremchuk est là que tu te dis bon, on va peut-être pouvoir tirer un truc de Karabek et de ses 136 centres? Je ne suis pas sûr. Pour le reste, les autres entrées, il avait un jaune, ouais, peut-être, mais bon, à la fin, t'es 11 contre 10, quoi. Tu prends des risques. Donc, ouais. Et Yaremchuk, je vais le dire, et j'en ai déjà parlé quand même. Yaremchuk, c'est le mec d'1m91 le plus nul dans les duels aériens et de la tête que j'ai vu de ma vie. Tu fais 1m91, t'es une tige, on t'attend sur ce sujet-là. Et quand bien même la tête contre le Lens, par exemple, était bonne, on a vu ses stats avancer à Yaremchuk sur plusieurs années. Il était constamment en dessous de la moyenne des duels aériens pour les numéros 9. C'est-à-dire que des tonnes de numéros 9 qui sont plus petits que lui, qui tu vois, n'ont pas ce 1m91, le mangent dans ce sujet-là. Alors la taille ne fait pas tout, mais pour un mec où tu te dis que tu vas aussi quand même un peu le chercher pour ça, ben naze. L'entrée de Nartet, pas très bonne. L'entrée de Hamdani arrive un peu tard, mais mauvaise aussi, c'est important de le dire. L'entrée de Adil Hamdani n'est pas bonne, mais bon, dans une configuration où tu es face à un bloc bas désarçonné, ça aurait été peut-être intéressant de lui donner plus que 10 minutes. Rachon Ghezal, même pas foncièrement mauvaise son entrée, mais voilà. Et Steve Kango. Est-ce que Fonseca a fait ses changements dans le bon timing? Un changement, puis 3. Je pense qu'il a voulu garder son 11, beaucoup de départs, et surtout, il n'avait pas beaucoup d'options. La liste des absents se ressent et fait beaucoup de mal encore une fois. Voilà. Mera, qui n'avait pas été très bon dans le dernier match, il a été aligné, n'est pas rentré. Dominique Greff était sur le banc, je crois qu'il avait une petite gêne. Mais globalement, cette animation, vas-y, on va le dire, cette animation que l'OL est obligé d'adopter sans ailier, donc c'est-à-dire une animation avec très peu de profondeur, avec peu de largeur, même si des fois Hendrick va la prendre, avec peu de largeur, peu de joueurs de percussion et tout, elle est
en partie responsable de notre mauvaise période. Mais quand je dis elle est responsable, c'est pas l'animation qui est responsable, c'est en réalité aussi les absents. Parce que je pense vraiment que cette équipe qui aurait eu de la continuité avec ses joueurs, on aurait peut-être été moins dans cette mauvaise période. Tu vois. Peut-être certains matchs seraient allés dans notre sens. Peut-être aujourd'hui tu gagnes si tu as Soultz sur le terrain. Je ne pourrais jamais le prouver, évidemment. Mais en tout cas, on ne se rend pas compte. Il y a des gens sur Twitter, des fans d'autres clubs, ils essayent d'ironiser en mode « Oh mais tous les clubs, ils ont des blessés !» Ouais, tous les clubs, ils ont des blessés. Tous les clubs ont leur meilleur buteur blessé, leur meilleur passeur blessé, un de leurs plus grands espoirs, Malik Fofana, blessé de longue date, l'un des décès les plus en forme de notre charnière, Ruben Kluivert, blessé également, Maitland-Niles, et ainsi de suite. Genre, on a un volume de blessés qui est la cause première des résultats. On peut discuter, les gars, de Fonseca sur certaines choses, des changements. Je peux vous parler de Karabek qui n'a pas été bon, de Aurel Mangala, de Tessman. Il y a des choses à dire. Mais la réalité, c'est que cette équipe, elle est plombée par un volume de blessés qui a fait du mal, un mal fou. Et Moreira, qui devait être absent pour un match, aura finalement fait 1 mois et demi. Rendez-vous compte. Kluivert, il est revenu, il a fait un match, il est reparti des semaines. Fofana, annoncé pour fin janvier, on est mi-mars, toujours pas là. Et ainsi de suite. On s'est fait plomber sur une période où on a eu énormément de matchs. Est-ce que l'OL aurait dû demander à déplacer ce match? On a vu que finalement, c'est sorti dans la presse, l'OL n'a pas demandé à déplacer ce match. J'ai été étonné, je ne vous cache pas. Je pense que ça aurait peut-être été de bon augure. Mais une équipe, les gars, qui a une animation qui, pendant toute la première partie de saison, s'est construite sur le fait d'avoir un joueur de profondeur, Moreira, un joueur offensif comme Soultz, très décisif dans le dernier tiers, et tu te retrouves avec un jeune de 19 ans en prêt, Hendrik, très bien, on est content, qui maintenant doit jouer sans le meilleur buteur et mec imprévisible Soultz, et sans Moreira, donc c'est-à-dire sans profondeur et sans largeur à gauche. Un côté gauche qui est souvent Abner, Tagliafico, c'est-à-dire rafistolé. Résultat, ça rend fou. Maintenant, on va regarder quand même autre chose. Donc bravo aux Havrais. Les Havrais auraient pu espérer mieux dans ce match. Ils ont touché le poteau. Ils ont des bons joueurs. La construction d'effectifs avec 0 € est plutôt bonne. Juste un petit mot quand même sur les Havrais. Loïc Nego, très fort. Moridio, très fort. Sanganté, très fort. Rassoul Ndiaye, top match. Bouffal, toujours très bon. Lucas Gournadoua, bien aussi. Sans être méchant, Ali Samata, c'est l'un des pires attaquants que j'ai vu de ma vie. Et je le dis parce que c'est pas la première fois que je le vois. Il était à la CAN déjà. Je ne suis pas quelqu'un qui a 90 sur 90 Le Havre. Mais Ali Samata, je le trouve bidonesque. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. Peut-être qu'il y a d'autres matchs où il est meilleur. Mais moi, en tout cas, souvent quand je les vois, c'est le garage. Maintenant, l'OL. Les matchs à venir. Bah forcément. Maintenant, les gars, on va aller... Donc maintenant qu'on a fait le match, qu'on peut être un peu déçu, que j'ai parlé de certains joueurs, etc., on va se concentrer sur le réel. Vous êtes prêts ou pas? Le réel, les mecs. Et le réel, c'est que, avec cette mauvaise période qu'on vient de vivre, eh ben on est toujours en vie. On a actuellement en Ligue 1, regardez, 3 points d'avance sur Lille, mais avec la différence de but, c'est comme si tu avais 4. 4 points d'avance sur Monaco, 4 points d'avance sur Rennes. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Toutes les équipes ont vécu une mauvaise période. Lille a vécu une période dégueulasse. Rennes a vécu une période dégueulasse. Monaco a vécu une période dégueulasse. Les 3 équipes derrière nous ont eu leur mauvaise période dégueulasse, peut-être un peu plus tôt que nous. Et là, ils reviennent bien. Ils auront à nouveau une période un peu clin d'œil. Et nous, surtout, on a un truc qui va aller dans notre sens. C'est le retour des fucking blessés. Ça y est, on y est. On va avoir le retour des blessés. Retour de Moreira, retour de Fofana, retour de Pavel Soultz et à venir également retour de Ruben Kluivert. Un défenseur excellent et 3 offensifs. Elhamdoulillah. Et juste après ça, il y a la trêve. Et ça fait plaisir. Donc Malik Fofana et Moreira ont repris plusieurs entraînements collectifs. Donc c'est bon, le retour il est juste là. Et Pavel Soultz n'a pas encore repris, je crois.
Mais Pavel Souch est absent depuis un tout petit peu moins longtemps que ce... Non, Moreira, je crois que c'est... Est-ce que Pavel Souch n'a pas fait un match en plus que Moreira, donc il est un poil moins absent, je crois. Mais ce que je veux dire, c'est que Souch et Moreira ont un tout petit peu moins besoin d'être tournés, de reprendre, on va dire, du rythme. Et voilà, je trouve que tu y crois trop au retour. À tout moment, ils ne seront pas revenus à leur niveau. Frère, je suis un supporter, c'est-à-dire qu'un supporter est fait à base d'espoir. Si je n'ai pas d'espoir, gros, voilà. Par contre, ces retours vont quand même être conditionnés à quelque chose, et je vais le dire, le fait de ne pas choke ici. Il ne faut pas choke ici. C'est primordial. Obligation de sortir le Celta. Et il se trouve que le Celta a fait tourner ce week-end en championnat de leur côté. Ils ont même gagné, je crois. Mais primordial de sortir le Celta pour le retour d'une dynamique. Tu sors le Celta à la maison avec quelques retours, Moreira, Fofana, etc. Retour un peu de confiance. Ils ont fait 1-1 finalement, ok, merci. Mais si on réussit à sortir le Celta avec le retour de quelques blessés, tu enchaînes le week-end avec Monaco dans un stade un peu gonflé à blanc, chauffé à blanc, le retour de certains blessés et tout. Après, derrière une trêve de 2 semaines, ça va reposer tout le monde, etc. Là, on peut se poser sur une deuxième partie de saison, quart de finale d'Europa, Genk ou Fribourg, et surtout de la Ligue 1, avec un calendrier qui n'est pas facile, mais on peut peut-être espérer quelque chose. Fofana, retour pour Angers, c'est pas sûr ça, parce que Malik, ça fait plusieurs entraînements collectifs, il y a une chance qu'il puisse être là dès le Celta. On verra de toute façon, parce que c'est dans 3 jours. En Ligue 1, Monaco, évidemment primordial de gagner. Après, déplacement à Angers, réception de Lorient. Lorient, on sait qu'au Moustoir, c'est très dur, on verra chez nous. Et par contre, tu as quand même un match. On sera au milieu des quarts de finale de LDC, PSG-OL en général au Parc des Princes. Il ne faut pas attendre grand-chose. Par contre, tu reçois Auxerre, tu reçois Rennes, tu reçois Lens. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a quand même un point positif, c'est qu'en dehors du PSG, tu reçois la plupart de tes matchs un peu bourbiers. Tu reçois Monaco, tu reçois Lorient, tu reçois Rennes, tu reçois Lens, tu reçois Auxerre. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il reste 8 journées de Ligue 1. On reçoit 5 fois. Et on a un déplacement à Angers. Alors, on vient de faire 2 points sur PFC Le Havre, donc je ne vais pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Mais ça reste un déplacement à Angers. Un déplacement à Paris. Alors là, faut pas espérer grand-chose. Et le déplacement à Toulouse, 33e journée. Si Toulouse n'a plus rien à jouer, bon, tu peux peut-être espérer aussi quelque chose. Tout ce que je viens de dire, si on se fait péter par le Celta ce week-end, jeudi, pardon, c'est caduc. Si on se fait péter par le Celta, les gars, je pense qu'on plonge. On se fait péter par le Celta, je pense pas qu'on se relève. Je pense que ça sera très pénible pour jouer l'Europa. Genre, ce sera très 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 pénible pour se requalifier en Europa. Parce que je pense que derrière, ça va être très 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 difficile. Je réponds à la question, parce que je vois qu'on me l'a posé dans le chat, je ne serai pas au stade jeudi. Même si évidemment je n'ai aucun impact sur les matchs, je ne serai pas là. Maintenant, j'espère juste... Après, peut-être je me trompe, mais si on sort contre le Celta, je pense que contre Monaco, derrière, on perd. Et après, va falloir des ressources mentales, plus un retour des absents qui soit à un niveau fou pour réussir à se relever en cas de défaite contre le Celta, pour après faire 8 bonnes journées. Il faut sortir le Celta, et après, espérer enchaîner contre Monaco, 2 semaines de repos, tout le monde au frigo, sauf les internationaux évidemment, mais on n'en a pas beaucoup. Il y a peut-être Tagliafico, à voir s'il a été appelé, il y aura Niakate, il y a Hendrik peut-être, mais bon, on n'a pas 80 milliards de Tessman, mais on n'a pas 80 milliards non plus de mecs qui vont en sélection. Et voilà. Donc on verra. Mais j'ai envie d'y croire. Voilà, je suis dans la mentale, les gars, j'ai envie d'y croire. Et est-ce que je fais bien d'y croire? Eh ben, on aura la réponse dès ce jeudi face au Celta Vigo. Voilà. Est-ce qu'on reverra Zach Nani 2014 passer le salam au Major Code de M8? Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai. J'ai vu que Gentlemate avait le Major Call of Duty. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. On peut peut-être se marrer. Tu considères la saison comme un échec sous quelles conditions? Ok. Je considère
la saison comme un échec en cas de 0 Coupe d'Europe. C'est-à-dire que, moi je l'ai dit au début de saison, c'est un effectif qui est fait pour finir entre 5 et 7e. 5 et 7e. Si on fait 4e, je suis très heureux. Si on fait 5e, réalistiquement, c'est bien aussi. 6e, bah on espère que la Coupe de France te qualifie en... Ça veut dire qu'il faudrait que Lens gagne la Coupe de France pour que la 6e qualifie en Europa. Ouais. Et voilà. Donc, maintenant, il y a quand même une question aussi dans le chat. Il y a quand même une question dans le chat. Vous me dites ce que vous en pensez. Mais si on sort le Celta jeudi, d'accord ? Si on sort le Celta jeudi, imagine, ce qui n'est pas non plus si dingue de penser. Si on sort le Celta jeudi, est-ce que tu es plus proche de la Ligue des Champions via l'Europa ou via le championnat ? Parce que si tu sors le Celta jeudi, la réalité, c'est que tu as un quart de finale Genk ou Fribourg. Je ne sous-cote personne, mais ça reste Genk ou Fribourg. Une demi-finale potentiellement contre le Betis, mais le Betis, ils ont perdu leur match aller contre le Pana 1-0 et c'est la seule équipe vraiment effrayante de l'autre moitié de tableau. Donc la demi-finale peut être pas abordable, mais peut-être la plus abordable que tu aurais pu espérer. Et après, la finale, c'est sur un match. Et quand tu regardes les résultats des gros, il n'y en a aucun qui a convaincu. Forest a perdu à domicile contre Midtjylland. Aston Villa, c'est un petit 1-0. Il y a eu 1-2 Stuttgart-Porto. Roma, nul Bologne. Il n'y a pas eu de, tu vois, truc fatos. Donc la réalité, c'est que si tu passes le Celta, que tu as le retour de tes absents, est-ce que tu mets le paquet Europa ou championnat ? Alors dans l'idée, tu fais les deux. Mais le paquet Europa, moi, me ferait kiffer, tu vois. Avec quand même la peur de faire une désillusion comme Manchester United, qui après, derrière, te nique ta fin de championnat, comme on l'a vécu l'année dernière. L'année dernière, on l'avait vécu comme ça, hein. Vraiment. Hein. Les calculs comme ça marche jamais, tu peux pas choisir. J'ai pas dit qu'il fallait choisir. On va tout jouer à fond, c'est sûr. Mais je dis juste que la voie de l'Europa est peut-être plus abordable. Manchester United plus Saint-Etienne, les souvenirs du Vietnam, gros, c'était... Manchester United plus Saint-Etienne, quelle horreur. Quelle horreur. Plus là, j'ai vu, ça fait à peu près 1 an pile. Quelle horreur, bordel. Dans ta tête, t'espères pas te faire sortir de l'Europa pour tout donner en championnat ? Hein ? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors qu'on soit bien clair. Jamais de la vie. J'espère qu'on se fasse éliminer d'une voie d'Europa, là, qui est presque une des plus royales qu'on aurait pu espérer, pour tout donner pour le championnat. Parce que quand tu donnes tout pour le championnat, c'est espérer te qualifier en Coupe d'Europe. C'est pas pour arriver en avril et dire oh, bah, j'espère qu'on se fait péter, comme ça on a un peu moins de matchs, on se concentre sur le championnat pour se requalifier en Coupe d'Europe. Genre, ça n'a pas de sens. Et puis à la fin, un titre. Moi, je vous le dis, je préfère une finale d'Europa où le titre n'est même pas sûr, comme ça vous le savez, que de finir 3e assuré. Voilà, je le dis, je préfère qu'on fasse une finale d'Europa où après on peut perdre que de finir 3e avec la LDC assurée. Je m'en bats les couilles. Je suis supporter d'un club pour des titres, pour tout ça. C'est mon rêve, frère. C'est mon rêve. On n'a jamais fait de finale européenne. Jamais. Oh les gars, quand on clique sur des clubs au hasard dans les listes des clubs européens, tu vas sur leur Wikipédia et très souvent, les mecs, ils ont fait une finale européenne à un moment. Même des Momo clubs un peu, vas-y, tu te dis, eux, ils sont pas ouf. Tu regardes sur leur Wikipédia, ils ont fait une finale européenne à un moment. Nous, on l'a jamais fait, frère. On a le droit de rêver un peu. On a le droit de kiffer. Moi, je veux kiffer, les gars. Moi, je vais avoir 31 ans, frère. Ce que j'essaye de dire, c'est emmenez-moi de l'émotion. Genre, tout donner pour le championnat, mais même en finissant 3e, je suis content parce qu'on va se qualifier avec la LDC. Ouais, on est un peu content, bravo, haha, mais on l'a déjà fait. Même si ça fait quelques années, je connais ce truc. Une finale d'Europa, je n'ai jamais vécu ça, frère. Regarde, je vais même te dire un truc. 2017-2018, vous voyez la saison 2017-2018, l'OL finit
troisième avec le triplé de Memphis à la dernière journée contre Nice. L'OL finit troisième et fait la LDC. Cette année-là, Marseille fait finale d'Europa et perd 3-0 contre l'Atlético. Les Marseillais ont vécu le truc beaucoup plus à fond avec la finale d'Europa que de nous en finissant troisième à la fin de saison et en ayant perdu contre le CSK à domicile en huitième. Vraiment, hein. Vous êtes fous, quoi. Une finale d'Europa. Mais gros, c'est... Envoie-moi ça. En plus, j'ai pas dit une finale perdue, je dis avec la capacité de peut-être la gagner, juste la victoire n'est pas assurée. Gros, envoie-moi ça. Après, c'est mon avis, hein. Je dis pas que mon avis est le bon, le seul valable. Je reste que Zach Nani, tu vois. Mais frère, les gars, je me permets quand même. Et sans faire une insulte à qui que ce soit, quand je regarde ça, les gars, si on sort le Celta, d'accord, mais si on sort le Celta, hop, Genk ou Fribourg, et de l'autre côté, Ferencváros, Braga, Panathinaikos ou Betis, mais Betis, c'est pas encore fait, pour la demi. Jamais une finale n'a été aussi accessible, donc bon. Il y a 3 semaines, Lyon était en slip, leur fameuse série de 13 victoires contre Saint-Cyr, Collonges, Laval, PAOK, Young Boys. Depuis qu'ils ont rencontré de vraies équipes, c'est 0 victoire TCC. Alors, toi, t'es supporter marseillais, je te connais, t'es dans mon chat souvent. Tu oublies peut-être de dire un petit détail. T'oublies peut-être... Là, tu es dans la réécriture, mais, quitte à dire les choses, t'oublies un petit détail. Je me permets. Je vais quand même ajouter le petit détail à ta longue phrase. Il y a peut-être aussi dans tout ça, je sais pas, la perte du meilleur buteur, Pavel Sulc, la perte du meilleur passeur et aussi buteur, Afonso Moreira, perte du meilleur défenseur du moment, Ruben Kluivert, Tolisso qui a raté plusieurs matchs aussi au milieu de tout ça, Maitland-Niles qui vient de se péter également, et je dois en oublier parce que en vrai, Humbert, qui était un défenseur, un attaquant que tu as réussi à sortir du chapeau, il vient de se péter à nouveau. Donc, on a fait des mauvais résultats. C'est vrai. Mais on va pas faire genre que c'est venu de nulle part. Enfin, c'est venu de nulle part, quoi. Disons que on a nos raisons. On a nos raisons aussi. On a nos raisons qui expliquent largement ça. Voilà. Et on est aussi en manque de réussite, mais la réussite, on l'a eu plutôt dans la série de 13 victoires. Série de 13 victoires où il y avait d'ailleurs Monaco. La série de victoires, il y avait Monaco. Et puis, à la phase aller, on a aussi gagné contre Lens, Marseille, et ainsi de suite. Des gros matchs, on a gagné cette année quand même. Et Lille aussi. C'est vrai qu'il y a Lille aussi. Lille 2 fois en plus. Donc, 2 fois Lille. Donc, j'avoue que faire genre qu'on n'a pas affronté des bonnes équipes, s'il vous plaît. Là, les Marseillais, je sais que vous êtes contents parce que vous avez réussi à relancer une petite série, vous nous êtes repassés devant. Bien joué.